Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la pêche en question. Alors dans les prochains jours, dans les prochaines heures, vous allez sans doute acheter du poisson. Nous consommons en moyenne 35 kg de poisson par an et par habitant en France. Seulement voilà, au moment de choisir, un certain nombre de questions se posent, toujours les mêmes d'ailleurs. Pourquoi le poisson est-il si cher? Et puis comment être sûr de sa fraîcheur? C'est ce que nous verrons tout à l'heure avec nos invités. Nous verrons aussi que dans ce domaine, il y a pas mal d'idées reçues. Mais avant cela, je vous propose d'embarquer avec les équipes de la pêche en question sur la route du poisson. Le poisson est l'un des aliments favoris des Français. Chaque année, on en mange 35 kg par personne. Que ce soit en supermarché ou à la table d'un restaurant, le poisson est un produit incontournable. Mais quel circuit emprunte-t-il avant d'arriver sur les étals? Qui sont les intermédiaires? À quel prix se négocie-t-il? Du pêcheur jusqu'à l'assiette, nous allons vous montrer tous les maillons qui composent la chaîne de commercialisation du poisson. « 3h30, le port de Boulogne-sur-Mer dort paisiblement. Mais pour Christophe Lomel, c'est déjà l'heure de partir en mer avec son équipage. Pêcheur depuis plus de 30 ans, il connaît par cœur les coins de pêche de la Côte d'Opale. Aujourd'hui, il part en espérant ramener surtout de la sole, un poisson normalement très présent en cette saison printanière. On a la chance qu'en ce moment, le poisson il est là, pas très loin du port. Donc il n'y a pas beaucoup d'autres. Donc dans un quart d'heure, 20 minutes, on va relever les filets, quoi. À peu près 1 000 de la côte. Au total, ce sont 7 lignes de 1500 mètres chacune qu'il va falloir relever. Et déjà, les premières soles sont pêchées. La technique du filet, c'est, on va dire, nous, c'est un filet qui est statique dans l'eau, qui est posé. Donc la technique en fait, c'est de le ramasser. En fait, le filet il est tendu dans le fond. Et nous, avec le bateau, on le ramasse. Comme si on ramassait des légumes dans un jardin. D'habitude, les filets sont plutôt bien garnis. Mais aujourd'hui, la première tendance n'est clairement pas bonne. Ah, il n'y a pas de poisson dans les filets, c'est la misère. C'est la misère totale. Aujourd'hui, on ne va pas gagner beaucoup d'argent. Bah, bien à la fin. Hein. Un proverbe qui dit, c'est toujours à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Donc tant que le dernier filet n'est pas remonté, il faut toujours garder un peu d'espoir. Inlassablement, l'équipe de Christophe remonte les filets. C'est désormais une certitude. Aujourd'hui sera une petite pêche. Et malgré les premières lueurs du jour, le moral sur le bateau ne va pas franchement s'arranger. Il est 7 heures, les ventes à la criée de Boulogne ont eu lieu un peu plus tôt ce matin. Christophe consulte sur son téléphone les prix du jour. Et les nouvelles sont plutôt mauvaises. On va regarder le prix de la sole. La sole, la sole, la sole, la sole, la sole, la sole, la sole. La sole 180, 200 grammes à 7,80. La sole 4 à 8,50. Oui, c'est la catastrophe. Hein. La sole filet à 12,70. Ça a perdu quasiment 3 € par rapport à samedi. C'est catastrophique. Quand on voit ça, c'est écœurant. Bah, laisse tomber les pailles, la cata, camarade. La sole filet, la plus grande, mais aussi la plus prisée des restaurateurs, a donc connu une baisse vertigineuse en à peine 3 jours. Alors pourquoi une telle chute? Avec le retour du beau temps,
les pêcheurs sont tous sortis en mer, provoquant un arrivage massif de sole au port de Boulogne. Voilà pourquoi les prix au kilo ont autant baissé. Au maximum, on va avoir 120 kg de sole. Vous faites un prix moyen, à peu près, ça va faire du 8-9 euros. On va avoir fait 1000 euros, mettons 1000 euros avec un peu de diversion. 1000 euros, on va avoir charger le gasoil. On arrive, on va gagner une cinquantaine d'euros. On va dire, moi, les charges, tout ça. En pleine saison de sole, le butin est maigre. Mais pour Christophe et son équipage, pas le temps de s'apitoyer. Retour au port de Boulogne. Les cagettes sont débarquées à la maison des Corages. C'est un immense entrepôt réfrigéré où les pêcheurs viennent porter leur pêche du jour. On leur fait une déclaration avec le détail de la pêche, avec le détail et les poids. Et puis demain, ça va être affiché à la criée de Boulogne. Les sols de Christophe vont désormais passer la journée en chambre froide avant d'être vendus demain à la criée de Boulogne-sur-Mer. Le lendemain matin, pendant que les derniers bateaux déchargent leur cargaison, à la maison des Corages, on s'active. Dominique Lamiran est chargé de contrôler le contenu des caisses pour tout l'entrepôt. Un petit coup de main, grand, s'il te plaît. On va faire Phoenix. Hein. Regardez la clé. Il faut faire vite, car les premiers marailleurs vont bientôt arriver pour choisir les lots qu'ils vont acheter. Impeccable. On va essayer de sortir 5 caisses de merlan 3 à 4. La criée démarre à 5 heures. Et on a par habitude et même par besoin, entre guillemets, d'ouvrir 1 heure avant pour que les gens puissent voir en moins ce qu'il y a sur le tarmac. Quoi. Voilà. Et donc de ce fait, les gens ont le temps de regarder. Mais bon, ça fait partie d'un rituel journalier. Voilà. Repérer les bateaux, repérer la cave et puis après faire le nécessaire à la criée. Quoi. Voilà. Éric Le Roland est marailleur. Il vient jeter un œil aux marchandises fraîchement débarquées. Comme chaque matin, il vient se faire une idée sur les lots qu'il retrouvera tout à l'heure à la vente. Là, en fait, on regarde un peu la qualité du poisson qui a été débarqué cette nuit. Donc, qualité fraîcheur, voir la taille du poisson. Quand quelque chose nous intéresse, on regarde le nom du bateau déjà, pour savoir si on peut aller le récupérer à la halle tout à l'heure en espérant avoir ce poisson-là sur ce bateau-là. J'ai mis des macros sur lui. Tu regarderas, il est super beau. Ouais. Et s'il y a une petite dent, tu me diras quoi tout à l'heure. D'accord. Okay. Et les sols... Toi, les amis de côté, c'est bon. D'accord. Ici, toutes les caisses sont numérotées. Elles correspondent à un lot et à un bateau. C'est ce numéro qui servira ensuite pour retracer la marchandise lors de la vente aux enchères. Et aujourd'hui, pour satisfaire ses clients, Éric, le marailleur, va devoir dénicher plus de 500 kilos de poissons frais. Donc on a besoin de merlan, de maquereau, besoin de sols, et ce, dans même plusieurs tailles. Donc on va regarder ça, les sols sont de l'autre côté après. Dans moins d'une demi-heure, la vente va commencer. Éric doit se dépêcher pour vérifier tous les lots qui l'intéressent. C'est toujours pareil, s'il y a encore du mucus dessus, pour la fraîcheur, la rigidité cadavérique, voir si les tailles correspondent bien évidemment aux tailles annoncées. Là, j'ai fini mon tour sur la visu du poisson pour les achats. Mais il est temps d'aller à la halle, à la criée pour aller acheter maintenant. Voilà, à tout à l'heure. Et voici la criée de Boulogne-sur-Mer. Il est 5 heures, la vente est ouverte. Dans un silence quasi religieux, les lots s'affichent sur l'énorme tableau électronique de la salle des ventes. C'est une sorte de bourse maritime. Les acheteurs ont tous le doigt prêt à appuyer sur le bouton, les yeux rivés sur le panneau central. Ils guettent les lots classés par bateau qu'ils ont repérés un peu plus tôt ce matin. Les prix baissent, jusqu'à ce que le premier d'entre eux décide de procéder à l'achat.
Premier à appuyer, premier servi. Les plus grosses soles pêchées par Christophe, notre pêcheur, ont encore trouvé preneur à 12 € le kilo, comme la veille. La vente se termine. Pas de temps à perdre pour Éric Le Roland. Direction la maison des Corages, où les lots qu'il a achetés aujourd'hui sont déjà en train d'être chargés. Donc là, ils sont en train de ramasser le poisson qui a été acheté à la halle. Ils vont regarder la taille du poisson, si c'est respecté par rapport à ce qui est déclaré. Ils vont peser les caisses, voir si le poids dans les caisses est bon. Nous partons ensuite à la société de mariage, à 2 pas du port. Nous sommes dans l'atelier. Ici, tous les poissons achetés ce matin à la criée sont lavés, découpés, puis conditionnés, avant finalement d'être envoyés aux 4 coins de France. Là, on a les sols achetés sur le quai ce matin, à la halle de vente. Donc les collègues vont les emballer en caisses de marne. Donc là, ça va être des caisses de 3 kg. Et ensuite, ça va être envoyé par un prestataire de transport sur Rungis. Et à Rungis, ce sera vendu cette nuit par nos collègues. Rungis, le plus grand marché du monde. Dans la partie dédiée aux produits de la mer, on trouve près de 50 grossistes. Ils vendent chaque année 145 000 tonnes de poissons et crustacés. Il est minuit. Dans 2 heures, les professionnels de Paris et d'Europe vont venir chercher les meilleurs produits. Quant aux sols de Boulogne expédiées plus tôt dans la journée, elles sont bel et bien arrivées. La sole 200-300 de demain de Boulogne. Très belle. Superbe. Ça fait à peine 2 jours qu'elles ont été pêchées. Les premiers acheteurs arrivent sur les étals des grossistes. Et déjà une partie des sols filets de Christophe, notre pêcheur, ne tarde pas à trouver preneur. Une sole filet. Vendu, une partie des sols termine son chemin chez un poissonnier parisien. Et le reste des caisses ne va pas tarder à trouver preneur. Tu mets aussi 2 filets de maquereau et un flétan. Jacques Lassipierre est propriétaire d'un restaurant gastronomique en plein cœur de Paris. Ça fait 30 ans qu'il fait ses courses à Rungis. Oh, salut! Ça fait plaisir de te voir, J'ai Jacques. connu, il n'était pas majeur. Ça va, Jacques? Tu vas bien? Ça va? Oui, ça va. Bon, bah, c'est bien. Bon. Bénard. Eh ouais. Il est connu comme le loup blanc ici. Ah ouais, Jacques, ouais, j'ai connu. Elle a connu son papa aussi, hein. Eh ouais. Hein? Hein? C'est comme ça, hein. Bon, il n'a pas connu mon grand-père, mais... Non, mais déjà, le papa, déjà bien, hein. Ouais. Le papa, le fils. Comme moi, pareil, hein. T'as vu? Pareil, j'ai connu son père. Jacques Lassipierre est un acheteur chevronné. Là-bas, il y a quelques petites bonites. Lui ne touche pas aux cuisines de son restaurant. Son domaine d'excellence, c'est la sélection des produits. Ça, c'est pas mal, ça. C'est français, petite bonite française. Très, très belle. Il vient choisir les poissons qui finiront sur la carte de son restaurant cette semaine. Voilà, pas abîmé, pas tordu. Impec. Et là, les beaux mulets aussi. Voilà. Pareil, très beau. C'est la bonne taille. Enfin, quand c'est plus gros encore, c'est encore mieux, mais ils sont très beaux. Très beaux, très frais. Et parmi ses achats du jour, la sole est en tête de liste. Et celle de Boulogne
l'intéresse particulièrement. Ta somme? Des articles, bah oui, j'ai des beaux turbos comme ça, qui sont superbes. Ça c'est extra. Magnifique. Et après j'ai de la sole, Jacques. Sole, regarde donc. Et celle-ci, ça dépend de la taille que tu veux. Impec, c'est bon pour moi. Enfin, ça convient. C'est bon, oui. Alors j'ai fait une caisse. Une caisse complète, ouais. C'est assez simple en fait parce que c'est un produit d'une telle qualité. Tu vois, elle est tellement brillante, elle a une couleur tellement franche que tu n'as même pas besoin de te poser trop de questions sur sa fraîcheur. En plus, tiens-la un peu droite là, comme ça. Tu vois, c'est voilà, c'est du très très beau produit. Ça, il y a encore le limon qui est dessus. Donc elle est toute belle, toute fraîche. La taille te convient, Jacques, comme ça? Ah, impeccable. Oh. Et t'es bien placé là-dedans ou pas? Hein? Je suis placé. Oui et non, ça dépend ce que tu veux mettre là-dedans. Faut que tu gagnes ta vie quand même. À Rungis, négocier les prix est un art. Mais devant une caméra, on n'en parle pas. Chacun tient à garder ses secrets très précieusement. Ouais. Entre 25 et 30, je fais un petit effort tout à l'heure. Ouais. C'est bon. La seule filière. C'est bon. On ne saura pas exactement à quel prix Jacques a acheté ses sols. Non. Mais pour les plus grosses, leur prix s'est négocié entre 18 et 20 euros le kilo. Salut mon petit Fifi. À tout à l'heure au bistrot. Hein? Avec son expérience, difficile de lui vendre de la marchandise à un prix trop élevé. C'est-à-dire que je connais les cours et ils le savent et ils vont toujours essayer de me faire plaisir et ils vont toujours me demander de gagner quelque chose, évidemment. Ils ont un pourcentage à prendre et c'est normal pour vivre. Et ça se fait dans une très facile et très honnête en fait. Voilà. Il est 4 heures du matin. Jacques Lassipierre en a fini avec ses courses. Les sols de Christophe, le pêcheur de Boulogne, ont, elles, tout été vendues. Salut. Direction Paris. À 2 pas des Invalides, nous sommes dans les cuisines de son restaurant gastronomique. Ici, l'une des spécialités, c'est la sole meunière. Celle-ci a donc été pêchée il y a à peine 48 heures. Du pêcheur au restaurateur, elle aura transité par 3 intermédiaires différents. Et pour vous en régaler à cette table en plein cœur de Paris, il vous en coûtera la somme de 39 euros. Merci beaucoup. Le circuit que nous venons de suivre est loin d'être le seul pour l'approvisionnement des professionnels en poissons. Nous avons voulu savoir comment les produits de la mer arrivent dans nos supermarchés. Chaque année, ils écoulent 60% de la pêche française. Nous nous rendons dans l'une des centrales d'achat d'une grande enseigne nationale. Nous sommes à Bègles, dans la banlieue bordelaise. C'est d'ici que poissons et crustacés partent vers tous les magasins de la chaîne dans le Grand Sud-Ouest. Dans les bureaux, Philippe Simonet est au téléphone depuis tôt ce matin. En tant qu'acheteur principal, il appelle toutes les criées de France pour approvisionner l'entrepôt. Julie, tu pourras mettre +10 sur le filtre en 3, s'il te plaît? S'il achète chaque jour plus de 50 variétés de poissons différentes, ce matin, il cherche surtout de la sardine. Et la sardine, ça va donner quoi en prix? Parce que là, il m'en faut, avec le temps qu'ils annoncent. Oui, parce que vu la météo, c'est quand même, ils annoncent beau temps pour les jours à venir, donc c'est plus des produits qui vont être commercialisés, entre guillemets, parce que moi, entre la dorade grise, c'est plus des produits à faire au four, alors que la sardine maquereau, c'est des produits de grillade, donc suivant la météo, c'est toujours les produits, on cherche quand même les produits qui sont... Nous, on se met à la place du consommateur, je n'irai pas acheter de la dorade quand il fait beau plutôt que de la sardine. Donc. Et de la marchandise, il en faut. Chaque année, 9600 tonnes de poissons et crustacés transitent par la centrale d'achat. Le lendemain matin, les commandes arrivent des 4 coins de France. Bruno Chevalier inspecte les premières palettes. Celles-ci viennent de Bretagne.
En tant que contrôleur principal, il doit veiller à ce que la livraison soit irréprochable au niveau sanitaire. Et pour cela, il a une technique particulière. Alors là, je regarde la texture, la chair elle revient, donc c'est bon. Si ça reste enfoncé, déjà c'est que la qualité est moyenne. Après vous avez les yeux, il a des jolis yeux. Les ouïes, oui, elles sont rosées, elles sont jolies. Le tout c'est de les remettre après. Ici, on ne badine pas avec l'hygiène. Parfois, jusqu'à 300 boîtes par jour sont sorties du circuit. Pas mal de petits produits. C'est l'heure du briefing de l'équipe commerciale. Objectif, écouler le plus possible de marchandises auprès des magasins de l'enseigne dans le sud-ouest. Le filet d'yeux jaune, le filet de julienne à 5,90 et vous avez du petit prix pour allumer avec le maquereau et puis le beau temps là qu'ils annoncent jusqu'à jeudi minimum. L'équipe de télévente appelle directement les poissonneries des supermarchés du groupe. Sur leur écran, on trouve la liste des promos du jour. Alors en lot, c'est le filet de sabre et le dos de cabillaud, un de chaque. À 9,90 et donc un dos de cabillaud à 9,90, c'était un lot qu'on avait fait. Une caisse. Au bout du fil, Corinne Bonnet. Elle est poissonnière au magasin de Talence dans la banlieue de Bordeaux. Une caisse, s'il te plaît. Et surprise, elle n'hésite pas à négocier les tarifs avec sa propre centrale d'achat. D'accord. Roussette, tu peux pas faire mieux que ça? Si le magasin fait bien partie du même groupe que la centrale, il fonctionne en fait comme un indépendant. Corinne se fournit aux 3/4 auprès de la centrale d'achat de Bègles. Et pour proposer des promotions intéressantes, elle n'hésite pas à attendre les bons coups. Chez moi, c'est vraiment au feeling. Je fais ça au jour le jour. C'est ce qui me manque. Et puis éventuellement, comme je vous dis, s'ils ont des poissons, des prix très intéressants à la fin de la matinée, ben je prends et je fais mes promos à partir de là. Le lendemain matin, le camion de livraison arrive. Pour Corinne, pas de temps à perdre pour décharger, car il faut enchaîner sur la mise en place du banc de poissons. Le magasin ouvre dans 3 heures. Alors aujourd'hui, j'ai fait une promotion sur la langouste cuite qui n'est vraiment pas chère puisque vous la trouverez à 19,90 €. Vous avez la lotte qui est à 18,90 €. Et alors j'ai fait du maquereau comme la saison avec le temps qu'il fait, vous pouvez faire ça grillé. On arrive dans la saison printemps, donc voilà, tout ce qui est grillade est intéressant. Là on va faire des brochettes lotte saumon aussi dans la journée. Et donc voilà, on présente tout ça à nos clients. Du poisson frais. En ce vendredi, c'est ce que les clients recherchent tout particulièrement. Le banc est désormais terminé. Il est 9 h. Le magasin peut ouvrir ses portes. Et les promos attirent les premiers clients. Comme ça, je sais pas comment ils sont. Oui, tout petit. L'autre à côté. Celui-là? Je regarde les promos. Là, je vois que le dos de cabillaud est en promo, alors je le prends. Voilà. C'est celui-là là? Le deux, ça va? Ah oui, non. Oui, bon, d'accord. Je regarde d'abord le prix, hein, et puis la fraîcheur. Voilà. Aujourd'hui, je vais prendre de la limande. Elle n'est pas trop chère et elle a l'air jolie. Voilà. Ça va. Ça fait pas tout. Merci beaucoup. À 19,90 € le kilo. Les sardines commandées la veille par la centrale d'achat se vendent comme des petits pains. Bien vu. Et si les clients semblent y trouver leur compte au niveau des prix, le magasin n'est pas non plus perdant dans l'affaire. Ça, c'est de la truite, ça, c'est du saumon. Chaque année, cette poissonnerie écoule 350 tonnes de poissons et de crustacés. Celui-là? À côté, voilà. Parfait. C'est ça? Oui, très bien. Merci beaucoup. Bon après-midi. Merci. À Boulogne, une nouvelle journée en mer commence pour Christophe Lomel. Comme lui, chaque jour, plus de 16 000 marins pêcheurs embarquent sur les navires en France métropolitaine. Ils approvisionnent ainsi tous les circuits de distribution. En 2013, 530 000 tonnes de poissons issus de la pêche française ont fini sur nos étals.
Retour sur le plateau de la pêche en question. Alors, permettez-moi de vous présenter nos invités. Emmanuel Sauvion, vous êtes secrétaire général de France Filière Pêche. Alors, France Filière Pêche, c'est une organisation qui regroupe la plupart des acteurs du secteur. Ça va des pêcheurs aux distributeurs. Et c'est vous qui êtes à l'origine du logo Pavillon France. Célia Potvin, vous représentez la CLCV, une association de consommateurs qui a beaucoup travaillé sur les questions de prix du poisson, de fraîcheur du poisson et aussi sur les questions de traçabilité des produits de la mer. Et enfin, Thierry Missonnier, vous êtes directeur général du pôle Aquimerd de Boulogne-sur-Mer. C'est un pôle de compétitivité, comme on dit, et vous avez travaillé notamment sur la fraîcheur du poisson, mais également vous travaillez maintenant sur l'avenir de la filière et de la ressource. Alors, avec vous, on va commencer par le sujet de la fraîcheur, bien entendu. C'est vrai que pour nombre de produits frais, on a dans les rayons beaucoup d'informations. Je pense même par exemple aux œufs, où on a la date de ponte. En revanche, pour le poisson, on a beaucoup moins d'informations, et notamment sur la fraîcheur. Alors, tout d'abord, la fraîcheur du poisson, ça se calcule comment ? Scientifiquement, ça ne se calcule pas encore. Alors on a des programmes effectivement sur l'identification, les moyens d'identification de la fraîcheur. On sait identifier la fraîcheur d'un produit, mais ce n'est pas compatible cette identification avec les rythmes qu'on a vus aujourd'hui et qu'il faut maintenir parce que le reportage qu'on a vu montre bien toute la chaîne de la filière, en même temps la rapidité de celle-là et tous les contrôles qui sont faits et la traçabilité qui est maintenue tout au long de cette filière. J'insiste là-dessus parce qu'on a dans la masse des produits aquatiques, alors produits en France mais importés aussi, on a une filière qui vend des produits de qualité en France aujourd'hui et c'est notre atout majeur et c'est celui qu'on doit renforcer. Donc tous nos travaux visent à renforcer et à rassurer le consommateur sur la qualité des produits. Voilà, donc on a une filière de qualité, c'est ce qui fait sa valeur ajoutée, je pense, par rapport à l'ensemble des produits qu'on peut trouver sur le marché, avec une grande diversité, c'est ce qui est aussi frappant dans ce reportage, on voit beaucoup d'espèces différentes, alors c'est à la fois l'atout de notre filière, on commercialise à peu près 60 espèces différentes issues des pêches françaises tous les jours, avec des types de pêches différentes, des rythmes de pêche différents, des qualités qui peuvent être quelquefois aussi différentes, mais on a une grande diversité. Un des enjeux, c'est aussi de promouvoir et de vendre cette diversité. Oui. Alors moi, ma question, c'est quand même, la fraîcheur, ça, pour reprendre une expression d'un enfant, ça compte à partir de quand ? C'est-à-dire qu'on commence à compter quand le poisson sort de la mer, arrive sur le bateau, ou est-ce qu'on commence à compter la durée de vie du poisson au moment où il est débarqué à la criée, comme on l'a vu à Boulogne ? Oui, alors on a la date de débarquement. On compte à partir du moment où le poisson est débarqué. Et avant, on veille bien à ce qu'il soit maintenu dans les meilleures conditions à bord. Alors vous avez effectivement le navire qu'on a vu, c'est un filailleur. Donc entre le moment où il va sortir son poisson de l'eau et le moment où il va aller à la criée, là il pêchait devant le port, il y a 1 heure à peu près, le moment où il va le débarquer. Il y a 1 heure de pêche, il y a des navires qui font des marées un peu plus longues mais qui sont équipés, qui sont réfrigérés, il y a de la glace. Donc voilà, la première chose, la fraîcheur, elle est initiale et tout l'enjeu, c'est de la maintenir. Tout l'intérêt d'avoir cette chaîne de froid qui est bien structurée en France et bien organisée, et d'où aussi tout l'intérêt d'avoir une parfaite traçabilité des produits pour bien pouvoir suivre leur histoire jusqu'à la vente au consommateur. Célia Potvin, quand on considère que la fraîcheur, ça, on la calcule à partir du moment où le poisson est débarqué. Vous, en tant que représentant d'une association de consommateurs, ça vous va ? Ça ne nous dérange pas trop. Ce qui nous dérange beaucoup, c'est que le consommateur actuellement n'a pas tellement d'indices réels pour pouvoir apprécier, lui, quand il est en rayon, la fraîcheur d'un produit. Puisque quand on pose la question à son poissonnier, en général, il vous raconte qu'il faut regarder l'œil du poisson, l'ouïe bien. Oui, il y a beaucoup de barnums autour de ça, beaucoup de... Voilà. Le problème, c'est que je pense que la plupart des ménages français achètent souvent du poisson en filet. Donc les yeux et les ouïes, on ne les voit pas trop. Donc on manque un petit peu là de critères. D'un autre côté, on a aussi des poissonniers qui nous disent que quand on achète notre poisson, il faut le manger soit le jour même, soit dans les 2 jours. Donc là aussi, quand on est dans un rayon où il y a une personne physique ou dans une poissonnerie, là on peut avoir un contact et puis des conseils. Quand on est sur du pré-emballé, là on a une DLC. Donc là c'est très rassurant aussi pour le consommateur quand il achète en pré-emballé de voir qu'il y a une DLC, il y a une température
température indiquée pour la conservation. Il y a aussi des poissons qui sont sous atmosphère contrôlée, où justement le fait d'avoir changé le gaz à l'intérieur de la barquette fait qu'il va se conserver un petit peu plus longtemps. Donc ça, c'est très important. Ce qu'il faut, c'est aussi que le consommateur sache lui-même respecter la chaîne du froid quand il fait ses courses, qu'il ne laisse pas ses courses dans sa voiture et qu'il ait un frigo à la bonne température. Emmanuel Sauvion, tout d'abord, je disais que vous étiez secrétaire général de France Filière Pêche, donc vous êtes délégué général de France Filière Pêche. Voilà, une erreur et votre titre est rétabli. On a l'impression quand même qu'en matière de poisson, en matière de fraîcheur, il y a un grand tabou. C'est un sujet dont on parle peu. Alors on nous dit qu'il a été pêché dans l'Atlantique Nord-Est, en mer Celtique, il a été pêché par un petit bateau, on va bientôt avoir la photo et l'âge du capitaine. Par contre, la fraîcheur, ça c'est pas une information qu'on nous donne, notamment chez les poissonniers ou sur les rayons de poissons des grandes surfaces. C'est un tabou ? Alors, pour répondre à cette question, c'est un tabou pour qui d'abord? Parce que je pense que ce n'est pas du tout un tabou au sein de la filière. Vous l'avez vu, on l'a vu dans le reportage. En général, les marailleurs qui sont les sélectionneurs de la pêche connaissent les bateaux, connaissent les professionnels et donc les produits qu'ils achètent. Et donc c'est connu par les professionnels. Alors est-ce que ça doit être un tabou pour le consommateur? C'est une autre question. Il est vrai que les professionnels ou la filière s'interrogent sur la date de capture, la date de débarquement. Est-elle pertinente comme information? Est-ce que véritablement elle est une information intéressante et qui a une vraie valeur ajoutée pour le consommateur? C'est plutôt là la question. Le tabou, non. La question est plutôt de savoir comment on peut renseigner le consommateur avec une information qui l'intéresse et qui soit pour lui une bonne donnée. Justement, Célia Potvin, si on devait demain indiquer sur les barquettes, sur le poisson dans les rayons, le jour où il a été pêché, vous qui connaissez bien les consommateurs, vous êtes consommatrice, nous sommes tous des consommateurs, est-ce que ça changerait quelque chose? Je pense que ça pourrait être assez perturbant. Parce que le consommateur s'attend à ce que le poisson soit super frais. Et quand il sera face à un filet de cabillaud qui est pêché au large de l'Écosse dans un bateau-usine et qui va mettre quelques jours à arriver jusqu'au supermarché qui est dans le centre de la France, ça risque de lui poser question. Surtout que c'est un produit où on n'a pas tellement l'habitude de se poser la question de comment il doit être traité. Autant pour la viande, on commence à savoir au niveau du consommateur qu'il faut une maturation, qu'il y a un délai de traitement, etc. Il y a assez peu de consommateurs qui se posent la question de savoir si une sole doit être mangée tout de suite. Est-ce qu'elle est meilleure quand elle est mangée tout de suite ou pas? Et justement, si je prends l'exemple de la sole, c'est que c'est un des poissons où justement il ne faudrait pas la manger trop tôt. Et ça, c'est le genre d'indication qui manque au consommateur parce que c'est un milieu qu'il ne connaît pas. Autant dans la plupart des familles des consommateurs français, il y a eu des agriculteurs, il n'y a pas si longtemps que ça, dans les lignées. Des pêcheurs, on n'en a pas dans sa famille. On ne sait pas bien comment fonctionne ce milieu-là. C'est quelque chose qui nous est assez étranger. Et donc, si ce genre de date devait être mise en place, il faudrait franchement qu'il y ait un accompagnement pour expliquer aux consommateurs quelle est la valeur pour pas que ce soit contre-productif. Au niveau européen, il y a eu énormément de réflexions à ce sujet. Et la CLCV, quand on nous a interrogés là-dessus, nous, on ne s'était pas prononcé particulièrement pour que cette date soit mise en place pour le poisson sauvage. Autant pour un poisson d'élevage, pour un crustacé, pour un coquillage, ça peut se comprendre. Pour un poisson sauvage, c'est beaucoup plus compliqué à appréhender pour un consommateur. Alors Thierry Missonnier, c'est vrai ce que disait Célia Potvin, il y a une phase de maturation, c'est comme pour la viande, le poisson? Pour certaines espèces, oui. Il y a des, par exemple pour la sole, hein, on a donné pour la sole, pour la raie, par exemple, où c'est un poisson dont on dit qu'il faut le laisser, mais comme certaines viandes, un peu rincir, pour qu'il soit plus tendre. Donc, effectivement, comme je le disais, on commercialise 60 espèces avec des caractéristiques très différentes. Il y en a d'autres qu'on commercialise mal, justement. Standard, par exemple. Non, il n'y a pas une fraîcheur. On parle de pêche différente, on parle de produits très différents les uns des autres, et c'est très difficile. Bon, sur la date de pêche, par exemple, ce qui est vrai, ce qui est prépondérant, c'est le traitement qu'on fait du produit à partir du moment où on le pêche. Et je pense que ce serait induire le consommateur en erreur. Il peut y avoir, heureusement dans notre filière, c'est rare ici, mais il y a tous les contrôles qualité qu'on a vus et qui sont là essentiels, ceux faits par les organisations de producteurs, ceux faits par les marailleurs qui n'ont qu'un intérêt à mettre un produit de mauvaise qualité sur le marché. Mais vous pouvez avoir un produit de petit bateau qui a été maltraité, où il y a eu un accident dans la chaîne du froid par exemple et qui ne sera pas de qualité, et puis un produit qui a été pêché par un bateau qui en pêche au large où il y a eu un traitement parfait. Donc tout est dans la chaîne, dans la conservation du produit, dans le soin qu'on apporte au produit, dans le glaçage et dans le bon déroulement de cette chaîne qui peut paraître complexe mais qui est bien rodée. Emmanuel Sauvion, d'ailleurs, il n'y a pas on le disait à l'instant, il n'y a pas une conservation standard parce qu'il n'y a pas un type de poisson standard. Il y a des poissons qui peuvent rester
24-48 heures sur l'étalage, et des poissons qui, au bout de quelques heures, sont bons pour la poubelle. Tout à fait. Mais comme on peut prendre l'exemple des autres produits frais, si on prend les fruits, par exemple, vous avez un jour une météo très orageuse, on le sait, il y a certains produits très très sensibles. J'ai envie de dire, pour les poissons, c'est un peu la même chose. Donc, en fait, vraiment, encore une fois, il faut s'en remettre au professionnalisme et voilà, au traitement, au respect de la chaîne du froid dans l'ensemble de la filière. Et d'ailleurs, dans le film, on voit l'achat de sardines parce qu'il fait beau au moment du reportage, mais là, l'acheteur ne doit pas se louper parce qu'une sardine, elle reste combien de temps dans un linéaire? Ça peut tenir combien de temps? 24 heures? Un peu plus, un peu moins? Oui, pas trop longtemps. Pas trop longtemps. C'est des produits qui peuvent... Les poissons bleus sont les très poissons sensibles. bleus peuvent tourner assez vite. Apprécie pas trop de rester. Souvent, ils sont quand même, on vend du filet, mais ils sont souvent entiers. Et là, c'est vrai que l'identification de la fraîcheur sur le poisson entier, pour le consommateur de poisson entier, est plus facile que sur du poisson transformé. Mais c'est aujourd'hui du poisson transformé ou au moins fileté que demande majoritairement le consommateur. Alors, il y a un vrai problème aussi d'éducation des consommateurs, parce que là, on parle de la fraîcheur, au moment où on calcule le temps que mettra le poisson arrivé dans le linéaire, chez le poissonnier ou dans la grande surface, mais il y a aussi le temps de survie de ce poisson dans notre réfrigérateur. Ça, Emmanuel Sauvion, c'est un véritable problème, parce qu'il y a toute une éducation à refaire. Tout à fait. D'ailleurs, la filière s'y emploie et justement, nous avons engagé une démarche collective avec un site internet et justement où on essaie de prodiguer le maximum d'astuces, de conseils, que ce soit pour préparer bien sûr les produits, mais surtout aussi pour les conserver, parce qu'on a observé que le consommateur, en fait, devant cette méconnaissance du produit, que ce soit la différence des espèces ou alors justement son absence de connaissance sur le traitement des produits, a une certaine frilosité. Et alors, je n'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que la plupart des consommateurs consomment un produit acheté le jour même. Et il y a une réticence là aussi à pouvoir le garder chez lui dans son frigo. Donc nous aussi, on a tous un effort à faire, je crois, je regarde ma voisine, de pédagogie et d'information pour rassurer le consommateur aussi. Voilà. Célia Podrin, il faudrait une DLC pour le poisson? Il y a une DLC à partir du moment où il est en filet et emballé. Oui. Donc ça, c'est la réglementation. Mais le poisson qu'on achète chez son poissonnier ou dans le rayon de la grande surface qu'on a vu tout à l'heure, il n'y a pas de DLC. Si vous avez un bon poissonnier, il vous dit combien de temps vous pouvez le garder. Oui. C'est aussi au consommateur, quand il ne connaît pas, d'oser poser la question. Et là aussi, il faut que le professionnel soit assez courtois pour lui répondre et pas le prendre pour un imbécile parce qu'il pose la question. Donc là, c'est aussi une relation de confiance qu'il faut avoir avec l'acheteur qu'on a en face de soi. Et Thierry Missanier, le poisson, je le garde combien de temps au réfrigérateur? Ça dépend quel poisson. C'est ça. Ça dépend quel poisson, mais ça peut se garder. Alors, ça dépend déjà quel réfrigérateur. Parce que l'état de nos réfrigérateurs n'est pas, d'après ce que j'ai compris, toujours parfait. Donc, dans quel réfrigérateur et quel poisson? Mais ça se garde plusieurs jours. Ça peut se garder plusieurs jours facilement dans de bonnes conditions du poisson. On n'est pas obligé de le manger en rentrant. Et plusieurs jours, c'est quoi? C'est 2, c'est 3? Oui, c'est 2-3 jours, comme de la viande, facilement. Emmanuel? Et j'ajouterais que le consommateur, il doit aussi se faire confiance, c'est-à-dire se fier à son odorat, à sa vue. Il vaut mieux pas trop qu'il se fie sur son odorat sur les poissons bleus. Parce mais sur les autres, mais sur les autres, oui. Il y a des indicateurs qui sont très faciles sur le poisson. Quand des consommateurs disent le poisson, on ne veut pas en consommer parce que ça sent mauvais, non. Il y a une autre espèce qui a un peu plus d'odeur, mais un poisson qui sent fort quand on le cuit, c'est qu'on l'a gardé trop longtemps au réfrigérateur. Alors moi, je voudrais qu'on aille encore plus loin dans cette course à la fraîcheur. Thierry Missanier, il y a une méthode aussi qui permettrait d'avoir du poisson frais. D'ailleurs, c'est la méthode japonaise, c'est de vendre du poisson vivant? Alors oui, quand on regarde les marchés, enfin la façon dont les Japonais consomment le poisson, et ce sont les plus gros consommateurs de poisson au monde, des vrais spécialistes. Alors là, on a un vrai problème de culture aussi. Chez nous, il n'y a pas une culture, enfin il y a des gens qui sont familiers du poisson, souvent les populations côtières. Et puis aujourd'hui, tous ces nouveaux consommateurs français ont plutôt été sur des produits plus transformés. Ils veulent consommer du poisson, ils ne connaissent pas forcément bien ni la diversité, ni la saisonnalité du produit. Mais bon, les Japonais sont de gros consommateurs de poisson. Il y a en fait 2 marchés au Japon. Le marché du frais, tel qu'on l'a vu là, n'existe pratiquement pas. Et vous avez le marché du poisson vivant, où sur le marché de Tokyo, il y a un hall entier réservé aux poissons vivants, où on le maintient en vie dans des bacs. Et puis il y a le marché du congelé bord à très basse température, donc immédiatement dès que le poisson a été pêché.
Ça, ce serait possible de mettre ça en place en France? Alors ça existe, il y a déjà des armements de pêche français qui font du congelé-bord. Le congelé-bord existe sur du cabillaud, sur du lieu noir. Non, mais d'avoir du poisson frais, de garder le poisson vivant, j'allais dire, jusqu'au débarquement. C'est très compliqué parce qu'on a une chaîne qui n'est pas tout à fait organisée pour ça. Alors ce serait plutôt vraiment... Et puis alors il y a des coûts logistiques qu'on n'est pas organisé pour ça qui est long, parce qu'il faut, pour vendre in fine du poisson vivant, il faut le transporter vivant, il faut le garder vivant. Donc c'est possible seulement sur certaines espèces, ça dépend des types de pêche. Donc je ne pense pas que ce soit la solution. Et finalement, si le poisson bouge encore, c'est une garantie de fraîcheur, c'est incontestablement. Mais ce n'est pas parce qu'un poisson ne bouge plus qu'il n'est plus frais. Et notre filière montre tous les jours qu'on vend du poisson de bonne qualité. Alors je voudrais qu'on parle maintenant d'un sujet qui fâche, celui du prix. Parce qu'alors là, tous les téléspectateurs qui ont réagi avant cette émission sur les réseaux sociaux nous ont dit « ouais, le poisson, c'est cher ». Alors, Emmanuelle Sauvion, est-ce que c'est vrai que le poisson est cher ? Alors, peut-être une première information, vraisemblablement, on s'est aperçu que le consommateur, en fait, retenait souvent, quand il y avait un pic de prix, et gardait en mémoire ce prix quand il était cher. Et peut-être, malheureusement, il oubliait, en fait, qu'il y avait une véritable diversité, une vraie gamme de produits, et à l'image des produits carnés, en fait. Je pense qu'on peut difficilement comparer le prix d'un filet de bœuf ou d'un grenadin de veau, par exemple, avec une saucisse, je ne sais pas, avec du porc, qui, vraisemblablement, est dans des produits carnés beaucoup moins onéreux. Donc, en fait, qu'on soit sur un produit aquatique, un poisson ou crustacé et sur une offre carnée, on a un éventail de gamme et c'est vrai que le consommateur, par méconnaissance, encore une fois, j'insiste, alors sans doute encore peut-être aussi la filière a beaucoup d'efforts à faire, mais à défaut de connaître, se dirige vers une offre en termes d'espèces très réduite qui fait qu'il garde en mémoire des prix onéreux alors qu'on peut avoir des produits beaucoup plus accessibles si on est, reprenons nos exemples de saison, maquereau, sardines, lieu noir, qui sont certainement plus accessibles en prix que la sole par exemple, ou un turbo ou un Saint-Pierre. Ouais. Voilà. Célia Potvin, vous avez sans doute fait beaucoup de relevés de prix à la CLCV. Alors c'est vrai que le poisson est cher ou pas? Le poisson est cher comme tout un tas de matières premières nobles. C'est-à-dire comme la viande est chère, comme les fruits et légumes de qualité sont chers. Avec en plus là, la spécificité, c'est que nous on est sur toute une partie de la gamme poisson, c'est de la pêche, c'est de la capture. Donc on n'a pas d'élevage, on n'a pas de l'eau contingentée qu'on maîtrise, on n'a pas non plus... le calcul du prix ne se fait pas du tout de la même façon. Ça va être aussi très lié à la météo, ça va être lié aussi à des concurrences entre produits. Bon, il y a des prix très élevés, mais il y a aussi des poissons qui restent très abordables. Malheureusement, ce sont des poissons vers lesquels les consommateurs ne se tournent pas. Pourquoi ? Parce que ce sont souvent des poissons qui sont vendus entiers, comme le petit merlan. Le merlan n'est pas très cher, c'est un produit de très bonne qualité, qui a des protéines tout à fait très appréciables, qui a un taux d'oméga 3 très intéressant. C'est un poisson qu'il faut souvent travailler soi-même. Donc forcément, le consommateur pressé, qui n'a pas aussi cette culture du produit, a plus de mal à aborder ce genre de poisson. Il y a le taco, qui est un produit pour lequel il y a énormément de ressources, où on a aussi des possibilités de faire des choses très intéressantes en cuisine qui ne sont pas très longues. Par contre, c'est un poisson qui n'est pas connu. Ce que les gens connaissent le plus souvent, c'est le saumon, le cabillaud, les crevettes. Après, vous allez aller sur des produits beaucoup plus festifs comme la lotte, la Saint-Jacques. Le consommateur n'a pas une grande culture du poisson, malheureusement. Notamment toutes les populations qui habitent dans le centre de la France, qui, pendant très longtemps, n'avaient pas des possibilités d'avoir du poisson. À une certaine époque, pas si lointaine, la poissonnerie était ouverte une fois par semaine, le vendredi. Donc vous ne pouviez pas avoir l'opportunité que vous avez maintenant d'avoir du poisson tous les jours et d'avoir des espèces très différentes. Donc nous, ce qu'on explique souvent aux consommateurs, c'est qu'il faut aussi se tourner d'abord vers les produits de saison, les produits sur lesquels il y a de la ressource et les produits qui sont tout à fait acceptables au point de vue du prix. On n'est pas tous obligés d'acheter du cabillaud et de la sole tous les jours. D'ailleurs, Thierry Musset, si je comprends bien, quand on va acheter du poisson, la première chose qu'il faut regarder, c'est pas l'étalage du poissonnier, mais c'est le bulletin météo. Alors, entre autres... C'est un bon indicateur pour savoir ce qu'on aura plus ou moins... Sur une économie de capture, donc avec tout ce qu'elle peut avoir d'aléatoire. On est sur un marché de l'offre et de la demande, donc le prix, on a vu la criée, mais le prix même varie entre le début et la fin de la criée en fonction des attentes des marchés, et de la façon dont ils sont approvisionnés. Donc on est sur des choses fluctuantes. Maintenant, quand on parle de prix du poisson, je ne sais pas de quoi on parle. Quand on parle de prix des poissons, des différents poissons, oui.
Et là, c'est vrai, toute la question, c'est celle de l'éducation, de la connaissance du consommateur. Je crois que spontanément, alors peut-être que mes données datent un peu, mais je crois que spontanément, en faisant des micro-trottoirs, le consommateur non-connaisseur, non-spécialiste de poissons est capable de citer 5 ou 6 espèces, sans toujours d'ailleurs savoir si elles sont issues de la pêche ou de l'élevage. Voilà, c'est 50 espèces. Parce que le poisson qui se vend le plus, c'est quoi? C'est le pavé de saumon, non, avec le cabillaud? La référence, c'est saumon cabillaud aujourd'hui, avec les crevettes. Donc voilà, je dirais que le consommateur, s'il a un bon poissonnier ou un bon chef de rayon poissonnerie en grande surface en qui il a confiance, il ne doit pas arriver chez son commerçant en disant aujourd'hui je vais manger du turbo. Il doit arriver en disant qu'est-ce que je dois manger aujourd'hui, en fonction d'un niveau de prix, parce qu'il y a des poissons pas chers du tout. Il y a quand même une véritable problématique, Emmanuel Sauvion, quand on parle du prix du poisson, on voit qu'un poisson de la sole, par exemple, qui part à 12 € de Boulogne, et encore le pêcheur lui va gagner 7 ou 8 € pour son kilo de sole, et il va arriver à pratiquement 40 € dans un restaurant parisien. Alors, je veux bien que le restaurateur ait des frais, enfin ça fait quand même une sacrée multiplication, ça, pratiquement par 4 le prix d'une sole. Alors oui, c'est incontestable, on le voit dans le reportage. Alors bon, on a pris aussi un exemple d'un produit relativement noble, on n'en a pas parlé, c'est la sole, dans un restaurant gastronomique parisien. Là encore, c'est peut-être un exemple non pas atypique puisqu'il se retrouve, on peut le retrouver aisément, mais on peut aussi avoir d'autres produits largement accessibles et, pour le consommateur s'il s'adresse à son poissonnier, encore une fois, en lui demandant des conseils sur la saison et également auprès d'un rayon dans une grande distribution. Dans la grande distribution, les ratios sont de combien? Le poisson, il va se multiplier de combien entre le moment où on l'achète à la criée et le moment où on le vend dans le magasin? J'aurais aimé vous répondre et vous dire c'est très simple et très facile, il existe un seul ratio. Bien entendu, ça dépend effectivement des espèces, encore une fois. Je pense que justement, il y a une vraie variabilité du prix compte tenu de la structuration de l'offre, mais aussi de la demande. On l'a vu, elle peut évoluer ne serait-ce que sur la même semaine, en fonction du jour de la semaine. Donc en fait, les opérateurs, quels qu'ils soient, sont obligés d'avoir vraiment des stratégies très adaptatives et aussi en fonction des produits, en fonction de la logistique, en fonction peut-être aussi de la sensibilité du produit. De nombreuses études justement ont été menées. Il est bien indiqué qu'il n'y a aucune marge indue, quels que soient les stades et pas quels que soient les stades de la filière. Voilà, il faut que chaque intermédiaire, qui puisse transformer un lot qui est une cueillette en un lot commercial, qu'il puisse adresser à un poissonnier, alors un restaurateur gastronomique ou un rayon de grande distribution, il puisse transformer ce lot de cueillette en un lot commercial calibré avec une qualité assurée pour le consommateur. Donc il y a vraiment une valeur ajoutée dans toute cette chaîne et un travail avec différents maillons nécessaires pour apporter le meilleur produit au consommateur. Alors pour parler prix, tout à l'heure, je comparais avec le prix de la viande. Oui. Moi, je voudrais qu'on compare maintenant l'aspect protéinique de tout ça. À protéines égales, à volume de protéines égales, qu'est-ce qui est plus cher, le poisson ou la viande? Alors de protéines, on ne trouve pas les mêmes. Enfin, oui, voilà, c'est ça. On ne trouve pas les mêmes. La caractéristique, en tout cas, ce qui fait la valeur du poisson, c'est les fameux oméga 3. Qui en fait un produit effectivement beaucoup moins gras que tous les produits carnés qui peuvent exister, y compris le poulet. Donc c'est cette teneur en oméga 3 qui fait la valeur nutritionnelle des produits aquatiques, alors avec des valeurs qui sont très différentes les unes des autres. On a mis au point une table de composition nutritionnelle des produits aquatiques, parce que là encore, quand on parle de poisson, on parle de quoi? Quel est le point commun sur le plan nutritionnel entre une sèche et un cabillaud? Pas grand-chose en fait. Donc, mais ce qui est sûr, c'est que ces produits, et d'où la bonne image des produits aquatiques, qu'il faut surtout bien entretenir et conforter, c'est qu'effectivement, ce sont des produits qui sont riches en oméga 3, qui sont bons pour la santé. Donc il y a cette image qualité, fraîcheur des produits aquatiques, oui. Madame Potvin. Donc le poisson, c'est vrai qu'il a... Par rapport aux autres viandes, les poissons maigres, ils sont aux alentours de 5% de matière grasse. Donc, en général, c'est très vendeur auprès du consommateur qui soigne sa ligne. Les poissons gras, ils sont peut-être plus gras, mais ils ne sont pas si gras que ça, puisqu'ils vont être autour de 10-15%. Certains vont être un petit peu plus élevés, mais l'avantage par rapport aux autres produits carnés, c'est que ce sont de très bonnes graisses. Voilà. Ce sont essentiellement des polyinsaturés, des oméga 3, ceux qui sont plutôt bons pour la santé, et ceux qui nous manquent beaucoup dans notre alimentation moderne, où on travaille énormément avec des produits tout préparés, des plats cuisinés. Donc le poisson brut, lui, a de très bonnes qualités nutritionnelles. Alors j'ai bien compris qu'à la CLCV, votre credo, c'est plutôt du poisson brut
que des plats cuisinés avec du poisson. Le problème des plats cuisinés, c'est que souvent, on se fie à l'emballage, c'est-à-dire à la belle image qui évoque un poisson sur la face avant du produit. Et que quand le célèbre regarde cabillaud sauce bordelaise de notre enfance. Oui. Alors encore, là, il n'y a que la sauce et le poisson, donc déjà, on a de la chance, puisqu'on va avoir une bonne quantité de sauce et du poisson. Sur certains filets de poisson panés, on est aux alentours de 30% de panure, voire 40% de panure. Donc déjà, ce n'est pas la même chose. Et quand vous prenez des brandades, certains plats cuisinés à base de poisson, vous tombez à peu près par personne, vous allez avoir 30 grammes, 40 grammes, 50 grammes de poisson par personne. Pour un prix, somme toute, qui n'est pas si bon marché que ça, puisque en fait, de la matière brute, de la matière noble, vous n'en mangez pas beaucoup. Allez, il nous reste 1 minute. Emmanuelle Sauvion, faites-nous rêver. En sortant de ce plateau, on va aller chez notre poissonnier, acheter du poisson. Qu'est-ce qu'on doit acheter en ce moment pour se faire un beau plat de poisson? C'est toujours la question piège de fin d'émission. Oui, voilà, exactement, parce que je pensais par exemple à un produit vraiment de saison qui démarre en ce moment au printemps, mais qui est malheureusement consommé assez localement. Et je pensais par exemple à la langoustine, qui est vraiment un produit phare de printemps. Dans le reportage, on nous annonce aussi les espèces qui permettent aussi de se faire plaisir au moment où les beaux jours arrivent. On peut penser au maquereau, ou on peut penser à la sardine, mais il y a des produits comme le merlu qui sont aussi tout à fait d'actualité en ce moment. Donc je crois qu'on a vraiment largement de quoi se faire plaisir en fonction des différents portefeuilles et surtout des besoins des familles et des envies de chacune des familles. Eh bien, ce ne sera pas le mot de la fin, mais le conseil final. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur Campagne TV.